Bonjour. Et oui, Thé au Café a aujourd'hui un goût de vacances et de farniente. On a choisi pour ce dernier week-end de la saison d'être ici à Sète, une ville qui est posée sur l'eau entre Méditerranée et l'Étantto, et avec ces canaux qui traversent la ville. Une ville aussi de pêcheurs, évidemment, le monde de la pêche est très présent. Et puis beaucoup d'artistes aussi, on vous en fera découvrir tout à l'heure. Je vous propose le sommaire de ce samedi 17 juin. L'art est omniprésent. Ils sont plus de 500 graffeurs, peintres, sculpteurs, comme les frères Biascamano. Incontournables, les joutes qui reflètent l'âme des Sétois. Pittoresques, les temps de Thau, dont Claude Combas connaît tous les secrets. Jean Vilar, le père du Festival d'Avignon, repose au cimetière marin. Georges Brassens y passait tous ses étés. Sète est la muse des cinéastes. La série télé Candice Renoir est tournée ici. Nous avons rendez-vous avec son héroïne, Cécile Bois. Bonjour. Bonjour Cécile Bois. C'est vrai que nous avons traversé la France pour venir vous rejoindre. C'est gentil, c'est loin. Mais oui, parce que les téléspectateurs ne savent pas nécessairement que c'est à Sète que cette série qui marche très très bien, vous avez encore fait un tabac là, avec la 5e série le mois dernier, eh bien se tourne ici, et cela depuis de nombreuses années. Depuis le début, depuis le tout début. À l'origine, ça devait être La Rochelle. Et puis après, pour des questions de financement, on est allé dans le Languedoc-Roussillon. Et puis on a fini par échouer à Sète, ce qui correspondait assez bien à l'esprit de ce qu'il voulait se raconter. C'est-à-dire qu'on dit ce qui arrivait dans une petite ville qui était à la fois ni trop grande ni trop petite, pour qu'il y ait quand même le mode de l'anonymat qui fonctionne et en même temps la proximité avec les gens. Et Sète correspondait parfaitement à cette demande. Voilà. On regarde la bande-annonce. Bonjour, je suis le commandant Renoir, votre nouveau chef de groupe. Jamais je t'aurais trahi comme tu l'as fait. Jamais. Depuis quand tu cherches plus midi à 14h? Chercher midi à 14h, c'est Candice Renoir. J'en ai marre de Candice Renoir. Ouais, t'inquiète pas, on n'a jamais vu un rond devenir un carré. Ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites, brigadier? Mais vous avez envie d'une folie, alors je... Mais non, mais une folie de Valenciennes, les bonbons. Ce qui s'est passé à Valenciennes. Reste à Valenciennes, c'est ça? Ok, je couche avec Antoine, et alors c'est quoi le problème? Oh, Dumas, Oui. tu t'es bien foutu de ma gueule. De quoi tu parles? Je sais exactement ce qui s'est passé à Valenciennes. On a fait une connerie, Antoine. On regardait, Cécile, cette bande-annonce qui ramène bien justement à votre personnage, un personnage quand même bien campé en tout cas. Quand on vous écoute, parlant de la série, on se dit, elle n'est pas seulement Candice Renoir. Parce que derrière, on sent qu'il y a une autorité et que vous devez participer aussi, très certainement aussi à la fabrication, non? Là, ponctuellement, sur cette saison, par exemple, je vais beaucoup donner mon avis de femme, parce que la saison 6, j'entends, c'est une saison un peu particulière sur la position d'une femme de 45 ans dans notre société, mais aussi dans sa vie de femme d'un point de vue affectif. Et là, je vais semer de temps en temps quelques informations, quelques avis, quelques idées, mais je reste délicate dans ma façon de faire les choses pour ne pas influencer, parce que je pense que scénariste, c'est un métier à part entière. C'est un talent aussi, que moi, je ne suis pas scénariste. Donc, je vais participer à donner des idées pour essayer d'étoffer l'histoire, la série, le personnage. Mais pas l'écriture. Le relationnel, mais pas l'écriture. C'est pas mon métier, je respecte le travail de chacun. Racontez-moi comment vous avez été choisie. Pourquoi vous? Moi, j'étais encombrée par une poitrine énorme, des formes énormes, et je me disais, de toute façon, ma carrière est terminée, je n'oserais plus jamais me remettre devant une caméra. Vous veniez d'accoucher? Je venais d'accoucher, ça faisait 5 mois, 4 mois. Je sortais c'était 2 grossesses consécutives, donc j'étais très, très en forme, pas vraiment confiance en moi, extrêmement fatiguée. Et on m'a demandé de venir faire des essais pour encore un rôle de flic à la télé, quoi. Et je me suis dit, bon, en même temps, il faut quand même que je me rappelle que je suis comédienne, même si la maternité, cette jeune maternité remplit ma vie. Tentons. Et puis tout à coup, le discours, c'est un flic, mais en fait, c'est pas vraiment un flic, c'est d'abord une femme, et il se trouve qu'elle est flic, ce qui est très différent. Et il y avait des petits détails sur ce personnage qui tout à coup ont animé mon imagination. Je me suis dit, oh, je pourrais te mettre ça, puis je pourrais mettre ça. Puis il y a ça aussi. Oh, et si j'avais ce culot-là, je pourrais peut-être ça. Oh, puis je vais faire ça. Oh, puis en fait, je vais tout faire. Si ça leur plaît pas, c'est que de toute façon, ça peut pas être moi.
Et je suis arrivée avec un grand sac énorme, kaki militaire, dans lequel il y avait, pour de vrai, j'ai pas composé mon sac, des couches culottes, un biberon, des pommes-potes, des bracelets, un soutien-gorge d'allaitement, de changement, enfin tout, parce que j'allaitais ma fille. Vous aviez la panoplie. Oui. J'avais la panoplie, mais dans un grand sac que je transportais partout. Et je suis arrivée, et sans nécessairement me dire, je vais vider mon sac aux yeux de tous, et ça va être drôle, dans l'histoire, ce que j'avais pas calculé, c'est que je devais prendre mon téléphone. Et j'avais pas d'accessoires. Mais en revanche, mon vrai téléphone était vraiment au fond du sac. Et j'ai dit, vas-y. Et j'ai plongé et je ne le trouvais pas, donc j'ai commencé à sortir l'un, sortir l'autre, etc., etc. Et c'est là-dessus que j'ai été prise, sur cette anecdote. Comme quoi. Comme quoi. Oui. Ouais. Alors, vos journées, elles démarrent très tôt le matin. Ouais. Ouais. Parce que vos semaines sont quand même assez courtes et bien remplies, Oui. en définitive. Alors, on est allé voir un peu les coulisses et on s'est rendu en décor naturel. Et cette fois, dans votre maison, enfin la maison de Candice. Oui. Oui. C'est à quelques kilomètres d'ici. C'est ça, c'est à Balaruc. Les coulisses avec Mathieu Verdeil et Alexandra Garde. Je suis Caroline, l'assistante de Cécile. Voilà, donc comme tous les matins, je viens la chercher pour l'emmener sur les décors. Elle était troisième assistante réelle, elle allait partir, je n'avais pas envie de la laisser partir. Et j'ai inventé une fonction pour qu'elle reste près de moi. Voilà. Allez, on y va parce que sinon on va être en retard. On commence à 13h30, on finit officiellement à 22h30. On sait déjà que la journée va être très chargée, donc on va la dépasser d'une demi-heure à 1 heure, selon mon efficacité. Comme mercredi, c'est les scènes de cascade et tout, à mon avis, ça va être un peu chaud. Je vais te préparer ton semainier de la semaine prochaine. C'est votre deuxième ville, cette. C'est le lieu de mon travail. J'ai l'opportunité d'aller au bord de la mer et puis manger des crevettes fraîches avec un petit martini. Sauf que finalement, c'est assez rare que je le fasse parce que je suis tellement fatiguée après les journées. Voilà Karine, ma maquilleuse, depuis donc 6 ans maintenant. C'est elle qui gère mes boutons et... Non, t'as une peau parfaite. Elle gère mes cernes, mes doubles mentons. Dormir, c'est mon secret de beauté. L'année dernière, ça m'est arrivé. Je me suis endormie à la coiffure. J'étais fatiguée. C'est le dessin de ma fille, voilà. Et j'ai tout ça à prendre pour toute la semaine. Vous êtes moins coquette dans le quotidien ou plus pratique? Vous êtes comment? Je suis pratique. Moi, j'adore être confortable. Voilà, donc là, ça y est, je suis officiellement Candice. Quand je commence comme ça à être habillée, maquillée, parée, il y a une partie de moi qui est prête. Je connais bien mon personnage maintenant, donc j'ai plus besoin d'une extrême concentration. Qui sont ces gens? Bonjour. Bonjour. Ils sont ces intrus. L'équipe de Théo Tu me respectes maintenant? Tu me respectes? On va faire semblant que je la respecte alors pour vous. Là, c'est la maison Candice. Donc c'est là où on trouve mes enfants, où on a toutes les scènes un petit peu perso, où il y a parfois des débuts de résolution d'enquête aussi. Ils sont en train de s'engueuler, on est sur Cécile. Boum, elle comprend, limite, elle n'a pas un regard calme, mais quasiment. Et elle se lève et on est avec elle sur l'idée. C'est bon? 47 sur un quatrième. Action! Au moment où on dit moteur, en fait, je ne pense plus à rien. Je suis riche de tout ce que je me suis raconté avant et je me laisse en roue libre, ce qui me permet d'être ouverte à mes partenaires. Ouais, c'est chaud entre vous. Quand est-ce que tu nous le présentes? Dégage, Jules, t'es lourd là. Exprès pour toi. Non merci, mon amour, j'ai pas faim. Coupé! Allez, on y retourne, s'il vous plaît. Vous trouvez meilleur à la première ou à la dernière prise? Généralement, si ça va pas à la première prise, c'est que j'ai besoin soit d'avoir des repères visuels, soit que je possède pas encore tout à fait mon texte, soit que c'est une scène où je mets longtemps à trouver l'humeur, donc ça va être dans les dernières. Donc soit c'est les 2 premières, soit c'est carrément vers la fin avec plus d'échauffement. Tu me prends vraiment pour une quiche. Moteur demandé! Chez lui, alors. À tout de suite. Coupé! Elle n'est jamais allée aussi vite de toute l'histoire de Candice. Souvenez-vous de ce moment. Donc elle vient de démontrer qu'elle était capable de marcher vite. Et je suis ultra privilégiée parce que aujourd'hui je me sens sur un joli radeau. Je dis pas un navire parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tout dans la vie me l'a prouvé. Mais là je suis sur un joli radeau avec de jolies voiles dessus et j'avance.
On voit des journées effectivement très, très pleines, très actives. On se dit, mais comment c'est possible en fait de vivre à Paris? Vous avez une famille, vous avez deux enfants, me semble-t-il, et être ici durant toute la semaine et bosser comme vous faites. Mais j'ai pas trop le choix. Bon, Je pense que si je vous auriez l'avais... pu dire non, je ne veux pas continuer Candice oui, Renoir. je pourrais, mais à un moment ou à un autre, voilà, il y a des choix qui se font. Je sais qu'à un certain moment, il y aura une limite. Enfin, il y a une limite. Si je vois que mes enfants ont des problèmes, ont une scolarité difficile, vivent définitivement trop mal mon absence, j'arrêterai Candice. Voilà, ils seront et resteront ma priorité. Et en même temps, par souci d'indépendance, j'aime ce métier d'une façon passionnée et c'est une chance de pouvoir l'exercer. Je sais que c'est une chance de faire Candice et je pense que si mes filles avaient une maman qui attend chez elles que le téléphone sonne ou bien qui s'ampute d'une partie d'elles-mêmes pour pouvoir les éduquer, elles n'auraient pas leur vraie maman non plus. Vous avez beaucoup attendu que le téléphone sonne? Par période, oui. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose, il y a 5 ans non plus. Aujourd'hui, je trouve que c'est une chance aussi d'avoir attendu que le téléphone sonne parce que ça m'a obligée à évoluer, à habiter cette attente d'une façon différente. Et ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui avec une conscience assez pointue des difficultés de ce métier que je ne souhaite pas oublier. Et quand je vois mes camarades venir de Paris pour venir en guest, ce qu'on appelle des guests, c'est-à-dire des gens qui viennent pour un épisode, et je sais qu'ils auront 2 jours ou 3 jours, j'ai fait beaucoup guest aussi. Donc je sais très bien dans quel état d'esprit ils viennent ici, je sais très bien les enjeux qu'ils ont, je sais très bien le trac au moment de se faire maquiller qu'ils peuvent ressentir. Et si j'avais pas attendu que mon téléphone sonne, je crois que je saurais pas tout ça, je saurais pas cette conscience et je réaliserais pas à quel point j'ai de la chance aujourd'hui. Une chance fragile. Qu'est-ce qui vous agace chez Candice Renoir? Ces talons hauts. Je supporte pas ces talons hauts. Parce que vous n'en portez pas vous-même dans la vie? Non, j'aime pas ça. Sa féminité mérite un peu ce côté mauvaise foi, mais plutôt sympathique. Ce côté parfois trop pleine d'énergie, ce côté un peu mimique, cette façon de conclure de temps en temps. Voilà, ça m'amuse et puis en même temps ça m'énerve, ça manque de simplicité, tout ça, quoi. Voilà. Mais c'est Candice, c'est le personnage de Candice, c'est comme ça que je l'ai nourri et c'est comme ça qu'il fonctionne, qu'il amuse et qu'il établit aussi un beau contraste avec son équipe, quoi. Est-ce que Cécile, elle profite un peu de cette? Non. Pas du tout. Non, je vais être honnête, je travaille tous les jours, 5 jours par semaine. Et tout est très, très organisé. Alors, vous savez, on va partir, nous, explorer Sète, à votre place. Mais très bien. Je vais regarder, alors, pour découvrir Sète. Et notamment, il y a une tradition ici, mais vous la connaissez bien sûr, ce sont les joutes. On y va. Olivier, on va participer et assister à quoi, là? Donc là, on va assister à un tournoi de joute. Notre sport local qui a inauguré le port de la ville de Sète en 1666. Et donc voilà, vous avez équipage de rameurs, 10 rameurs à la bleue, 10 rameurs à la barque rouge et les jouteurs, qu'on appelle aussi chevaliers de la Tintaine, qui vont s'affronter. C'est le début de la saison, puisque la saison commence fin juin et se termine mi-septembre. Avec un point culminant au mois d'août, du 17 au 22. Exactement, pour la fête de la ville, pour la Saint-Louis. Allez, fais le salut. Là, on va faire le salut. C'est pour ouvrir le tournoi. Donc les jouteurs se sont à Tintin, il faut tourner la lance. Là, le but du jeu, voilà, les deux barques se croisent. Avec les gars. Allez, les gars, on y va, ensemble. Et le but du jeu, c'est de faire tomber son adversaire. Alors là, vous avez 2 frères en présence. Rémi sur la barque rouge et Hugo, son frère, sur la barque bleue. Donc là, je ne vous raconte pas, celui qui va tomber dans l'eau, il va se faire chambrer, il va se faire allumer pendant un moment. Donc là, il a... Impec, allez, rentre. Et voilà. Il y a une part de risque. Des accidents spectaculaires. Spectaculaires, oui, mais le bout de la lance, c'est ce qu'on appelle l'épure.
Donc c'est un trident en fer sur 3 et c'est ça qui va se loger dans le pavois. Donc c'est sûr que si on appelle ça décrocher du pavois, après ça peut arriver soit le plus dangereux, c'est au visage. Quoi. Le visage, les yeux, voilà, exactement. Olivier, vous connaissez bien les peintres ici, parce que c'est une ville artistique. Oui, mais sur la ville de Sète, là, Di Rosa, les frères Combas, les frères Biascavano. Oui, Aldo et Stéphane. Ouais, c'est des figures, on va dire, des figures. C'est ça. Eh bien, nous sommes partis les rencontrer et dans leurs ateliers. Bonjour. Bonjour. Ben moi, c'est Aldo Biascamano. Et ici, nous sommes dans une chambre dans le futur de Sète. Une déesse qui va venir déverser sur Sète une montagne d'or. Et les habitants de cette île vont creuser des habitats troglodytiques. Je dors tous les soirs ici. Voilà, je peux me retrouver dans une journée, dans le passé, le présent et le futur, quoi. Donc du coup, c'est parfaitement ça qui me va, quoi. C'est de la pâte plastique que je grave avant qu'elle sèche. Et je peins à l'acrylique et ensuite je vernis. Et puis les vrais verres de la mer, bien sûr. Voilà, c'est mon atelier que je partage avec mon frère. Moi, je travaille toujours en musique. Et surtout des musiques italiennes des années 60, 70. Je fais surtout des rétables ou des triptyques. Pour moi, c'est un support adéquat pour raconter cette mythologie. Parce qu'il y a un côté mystique. À leur mort, certaines femmes vont redescendre sur Terre pour vivre éternellement comme des sirènes sous l'eau. Lui ira chercher des palourdes et elle du nacre. Ensuite, quand ils vont s'aimer, ils vont évidemment briser le nacre, donc ils seront scintillants, donc ils s'aimeront encore plus. Et les palourdes, en fait, en baillant, elles vont cracher de l'eau et ça va les rafraîchir. Moi, les palourdes, je les vénère. Et où vous puisez votre imagination? Dans l'amour que j'ai pour les femmes, et c'est tout, je crois. Voilà, moi je suis Stéphane. Là, c'était chez Aldo, mais ça, c'était avant. Ici, ce sont des sous-marins. Là, il y a un sous-marin en hommage à Jean Villard. Là, ce sont les Freeze Brothers. C'est une bande dessinée des années 70, californienne. Le sous-marin, pour moi, c'est un objet d'aventure. La plupart des sous-marins sont faits pour la guerre. Moi, les miens, non. Ils sont là pour transporter, en fait, des personnages que je mets en scène. Un peu comme si j'étais un producteur hollywoodien. Et là, il y a Barbarella, dans un sous-marin en forme de méduse. Je suis jamais allé dans un sous-marin, voici. Je crois que ça me ferait flipper. Je demande toujours aux gens de travailler un peu, parce que moi, ça me prend plusieurs mois pour faire une œuvre et tout. Et eux, je leur demande d'éclairer à l'intérieur et de découvrir qui y a dedans. Là, c'est Frank Zappa. Ça, c'est le grand chimpanzé sous-marin. On peut voir son visage aussi en ouvrant ici le hublot. C'est comme quelqu'un qui a une posture christique, hein, sauf qu'il est là pour étrangler les poissons pour se nourrir. Là, à l'intérieur, il y a Frank Sinatra. Mais c'est comme une boule disco inversée. Les sous-marins sont faits avec des bases d'aspirateurs des années 50, là, comme celui-là, en fait. Mais là, c'est un exemple d'un aspirateur que je commence à trafiquer, admettons. J'aime pas tout ce qui est naturalisme et tout, en fait, vous l'aurez compris. Il y a des tuyaux de douche qui peuvent servir aussi à faire des tentacules pour des pieuvres métalliques. Hein. Moi, j'ai commencé à créer ça, sans savoir que je faisais du rétrofuturisme. Hein. J'ai toujours regardé derrière, en fait, pour aller devant aussi. Et je trouve qu'il y a toujours dans l'esprit de Sète ce côté démodé comme ça. En fait, quand on est déjà démodé, on est toujours à la mode, je pense. Dans toutes les sculptures que j'ai faites toute ma vie, je pense qu'il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Et pourtant, on reconnaît que c'est Stéphane Biascamano, parce que pratiquement, il n'y a que moi qui fais des sous-marins comme ça. J'espère. Sinon, je le tue. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes sorti de votre atelier? Ouais, ça y est, ouais. Oui. Grâce C'est à rare, vous. hein? C'est Grâce à rare, vous, hein. oui. Ouais. Alors là, on se trouve sur le parvis de l'église Saint-Louis. Je voulais vous dire quand même, en regardant ce reportage, en compagnie de votre frère aussi, qui est un grand artiste, on se dit quand même, ils sont très habités ces gens-là. Mais d'où ça vient? Ça vient, je pense, de notre enfance dans ce quartier. C'était un quartier où même les gens avaient peur de venir quand on était petit. Pourquoi? Parce qu'il était mal famé?
Ouais, puis c'était que des Calabrés, des Napolitaines et tout ça. Des gens d'origine du sud de l'Italie qui sont venus en fait ici, puisqu'ils n'avaient pas d'argent. Et du coup, on se retrouve avec 65% d'Italiennes à 7. Encore aujourd'hui? Ouais. Ouais. Vous nous emmenez ailleurs? Oui, bien sûr, on va promener dans le quartier. Il y a beaucoup de jeunes qui restent à 7 ou ils s'en vont? Et les jeunes ne veulent pas partir de 7. Pourquoi? Parce qu'ils sont chauvins. Ils sont chauvins. Ils sont attachés, en fait. Ils sont attachés. Mais quel est l'avenir de 7? Comment évolue cette ville? Moi, je trouve que c'est assez boboisé, excusez-moi l'expression. Ah, boboisé, c'est-à-dire? Ouais, voilà, c'est-à-dire que 7 maintenant, c'est à 3h30 de Paris. Donc, du coup, on peut très vite y aller. Ah, donc il y a trop de Parisiens. Dès l'instant où on n'est pas chez toi, Stéphane, on est étranger, quoi. Ah, déjà, ouais, il y avait ça avant. Hein. Mais en fait, ils ont changé, les Sétois. Hein. Ils ont énormément changé, ils sont encore plus ouverts. Alors déjà, quand même, malgré tout, c'était un port. Donc ça a quand même toujours été une ville assez ouverte. Hein, et accueillante. Oui, tout à fait. Puis en plus, il y a justement ce côté très électrique. Hein. C'est une ville passionnante, en fait. Toute petite ville comme ça, et avec une énergie pas possible, en fait. Et là, on va avoir une vue sur le port. Et là, voilà, dès qu'on arrive là, en fait, il y a déjà l'horizon qui se profile, quoi. Stéphane, vous me disiez des Italiens, 60%, plus de 60% ici qui composent la population sétoise, mais il y a aussi pas mal d'Espagnols. Oui. Mais ils sont arrivés par la mer? Et là, ils arrivaient par la mer, en fait, c'était des Espagnols qui arrivaient pour vendre des oranges, en fait, ici en France, qui passaient par cette. Et donc, c'était des bateaux à voile qu'on appelait les balancelles, et qui étaient chargés d'oranges, ce qui paraît, moi, je ne les ai pas connus, hein. Je n'étais pas né, mais étaient chargés d'oranges, vraiment. Sur le pont, il y avait vraiment... Alors, on voyait, en fait, sur le bleu de la mer ou sur le vert émeraude de la mer, en fait, cet orange-là, très vif, qui arrivait avec des bateaux, souvent avec des coques noires et tout ça. D'après ma mère, c'était un spectacle de toute beauté quand les Espagnols arrivaient avec les balancelles. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent ce matin pour les inciter à venir ici? Ne venez pas ici. Nous avons déjà trop de monde. Ah, vous êtes égoïste. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que non, il faut venir, évidemment. Mais vous savez, c'est une ville piège. Parce qu'à partir du moment où on vient à 7 ans, on ne veut plus en partir. Et c'est pas pour rien qu'il y a une pieuvre devant la mairie. On appelle ça le Poufre, hein, ici à 7 ans. Et c'est une ville tentaculaire et à la fois comme une pieuvre. Il y a quelque chose qui vous attache ici, comme des tentacules et des ventouses. 7, qui est une ville aimante. Complètement. Aimante dans tous les sens du terme, et c'est très joli. Merci. Il y a une bonne odeur ici. Paraît-il qu'il y a des délices. Bonjour. Vous êtes Ginette. Je suis Ginette de 7. Bonjour, de 7. Et Sandra Siani aussi, pareil. Enchantée. Voilà. Alors, Ginette, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que c'est que la tielle? Alors, la tielle, c'est une spécialité de 7 qui est venue avec le temps, parce qu'avant, c'était un plat populaire où les gens faisaient ça dans les maisons, parce que les pêcheurs sétois, qui étaient des Italiens, jetaient le poufre, il y en avait beaucoup, du calamar. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dedans, il y a du calamar cuisiné en sauce tomate. Mais sinon, avant, à l'époque, ils mettaient du poulpe. Du poulpe parce que ça se pêchait beaucoup, il y en avait abondamment. Et comme c'était un plat de pauvre au départ, parce que les gens qui n'avaient pas d'argent faisaient la tielle comme on peut faire une tourte dans une maison. Et c'est devenu une spécialité. C'est devenu une spécialité de 7. Maintenant, tous les gens connaissent la tielle, même les gens qui ne sont pas de 7 viennent à 7 et prennent la tielle. Et bon, c'est un plat qui est salé. Voilà, et les gens mangent ça. Tu as des enfants le matin ici, au lieu de manger le petit pain au chocolat ou le croissant à 4 heures. Au petit-déj. Au petit déjeuner ou le matin, ils mangent une petite tielle. Et une fois, on a été invité par Michel Onfray à Argentan. Le philosophe. Le philosophe, voilà. On est monté en train, on avait plein de tielles sur nous et on a fait régaler tous les gens de là-bas. Et il y a une petite fille qui s'est approchée de moi et ça m'a émue parce que bon, moi je me rends pas compte de ce qu'on fait. Elle m'a dit, madame, j'ai les mains qui sentent la mer. Et j'ai trouvé ça joli. Et nous sommes montés aussi avec Robert Combas. Ah, voilà. Oh, ça tombe bien. Il a un frère. Il a un frère qui s'appelle Claude. Eh oui. Qui est adorable aussi. Et c'est un artiste. Topolino.
Bien sûr. Topolino qui est Alors, on va aller le dessinateur. rejoindre. On va aller le rejoindre. Voilà. Il va nous faire découvrir le set que vous aimez, c'est-à-dire vraiment insolite et vraiment Authentique. pittoresque, authentique. C'est vrai. On part en balade et sur l'eau. Mais comment tu les as vus? Je vous présente Christian le capitaine. Très bien habillé, qui respecte le cadre de vie, avec des casquettes sur la tête. Je pense qu'il faut se lever le matin avec une bonne dose d'humour. Voilà, le coin le plus insolite de cette, à mon avis, c'est quand même le Brise-Lames. C'est une grande jetée qui a été construite pour protéger le port. Et il y avait des canons dessus à l'époque des guerres, les marins mis en quarantaine pour maladie. Mais à l'heure actuelle, c'est devenu un endroit où les Sétois aiment se retrouver le week-end pour venir faire des pique-niques ou des grillades. Ce Brise-Lames n'est pas relié à la terre, c'est la véritable île sétoise. Donc c'est un endroit prisé et très insolite à cette. Il y a un bateau pirate, alors on va arriver bientôt au bateau pirate. Oh, tiens, c'est mon ami Stéphane Collaro, en vacances à 7. Tu vois qu'il existe encore des bateaux de pirates. Je suis d'époque aussi. Vous n'avez jamais croisé de sirène, Claude? Oui, bon, mais ça, il faut pas le dire. Oui, les sirènes, il y en a, mais on se les garde encore pour nous. Au début du siècle, il y avait un curé qui montait au sommet et qui plongeait dans l'eau pour gagner de l'argent, pour en fin de compte faire profiter les pauvres et les déshérités. C'était une forme d'exploit. Tu te rends compte, quand il est levé, il doit faire au moins 35 mètres. Une merveille de cette, c'est l'étang de Thau. L'étang de Thau, donc 20 km de long, sur 5 de large. Nous arrivons dans le petit port du Barou, qui est un port qui accueille les conchiculteurs, mais un port de professionnels. Et là, nous arrivons chez mon ami Jean-Pierre Belot, producteur. On est chez vous ici? Oui. Ostréiculteur depuis combien d'années? Depuis une douzaine d'années. Ah, moi, je me régale. C'est pas de métier pour moi. Quand je me lève le matin, que je viens au bois, c'est dur, c'est difficile. C'est de plus en plus difficile. Par rapport à la mortalité, par rapport aux dorades, tous ces prédateurs là, qui nous mangent la récolte. Tout est beau dans ce métier. Ben, ça, c'est le quartier typique de la Pointe-Courte. C'est une perle à 7, puisque maintenant, même quand ils ne travaillent plus, on peut dire que les pêcheurs du coin ont gardé leurs cabanes à l'époque. Mais ils ont gardé ces cabanes pour faire la fête, pour manger, pour se retrouver en famille. Le corps, c'est imprévisible. Normalement, on va déjeuner, mais c'est pas si. Va savoir où il est. Oh, oh le corps. Ah. Bonjour. Ça va, mon petit? Ah, ça fait plaisir. Bonjour, capitaine. Ah. T'as ouvert alors? Oui, c'est ouvert. Oh, ah. Bien, on va s'installer. Ah, ça fait du bien. Vous voyez, c'est des cabanes de pêcheurs. La mienne hein, et celle de mon frère à côté. Là. Et toute la vie, on a travaillé là. Et après, quand j'ai pris la retraite, hein, j'ai fait un petit coin pour faire boire le café aux amis, les pêcheurs, tout ça. Là, et les gens, ils se régalent. C'est des cabanes en fait avec des produits de récupération. Voilà, des planches, Et le maire, hein, il voulait qu'on démolisse. Hein. Mais comme on est sur le domaine public maritime, ils ne peuvent rien faire. Et qu'est-ce qu'on pêche ici? Ben, les anguilles, hein, il y a la friture de Joël. Là, mon frère, il fait les escargots de mer. Comme moi, j'avais la yogi. Bon. Vous avez travaillé combien de temps? De l'âge de 14 ans jusqu'à 50 ans. Et je travaille avec corde. C'est pas un nouveau Saint-Tropez, ça n'a rien à voir. Ça doit être une terre d'accueil parce qu'un port, c'est toujours une terre d'accueil. Mais cette doit garder son identité et la gardera par la force des choses et des gens. Tiens, est-ce que vous êtes les derniers marins-pêcheurs? Ah non, j'espère pas. J'espère que les générations futures reprendront le relais. Ça serait dommage qu'un si beau métier se termine comme ça. Pourtant, la jeunesse n'est pas très intéressée par votre métier. Parce qu'il y avait 25 ans en arrière, c'était un métier attrayant parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Maintenant, on ne gagne pas plus que quelqu'un qui travaille à terre avec beaucoup d'heures. Et c'est vrai que l'appât du gain est moins intéressant qu'il y a quelques années en arrière. C'est du plaisir que celui d'être pêcheur? Je dis souvent, quand on est, si on a un peu d'eau salée dans les veines, c'est là qu'on devient pêcheur. J'ai commencé moi très jeune sur les quais, j'avais 6-7 ans. Je vous dirais pas, je descendais tout seul avec ma poussette et je descendais au bateau. Mais mon père me prenait à 5-6 ans au bateau et
Et disons que j'ai été éduqué dans ce métier et c'est parce que ce milieu me plaisait. Malgré plus de 40 ans de pêche, malgré du mal de mer pendant 40 ans. Hein. Le mal de mer. Oui, bon, mais c'est sûr que j'étais pas malade tous les jours, mais quand j'avais du gros temps, c'est vrai que j'étais pas très bien. Quand les marins ils montaient à la cabine, qu'ils voyaient que j'avais pas trop fumé dans la nuit, ils disaient « Oh, le patron, il n'a pas été bien cette nuit. » Quel rapport vous avez aux poissons? Le poisson, c'est une grande histoire. Vous savez, le poisson, il faut le traquer. Et après, et indirectement, on y parle. Hein. On y parle pour... C'est comme une histoire d'amour. Je ne sais pas comment m'expliquer. Disons que c'est comme un cœur, il faut l'apprivoiser. C'est comme une femme, si vous n'apprivoisez pas son cœur, vous ne l'obtiendrez jamais. Mais le poisson, c'est pareil. Il faut chercher à comprendre où il va, pourquoi. Donc, il faut l'apprivoiser. Le poisson, c'est un cœur qui se déplace. Hein. Qu'est-ce qu'on pêche aujourd'hui? Nous, dans le port de Sète, on a des thoniers qui sont encore en campagne, ils ne devraient pas tarder à rentrer. Alors, le chalutier, il n'en reste que 15 ou 16. Il y a 10-15 ans en arrière, on était près de 40 chalutiers. On traquait beaucoup la sardine à l'anchois, qui a disparu depuis 2008 de nos côtes. Hein. Je dis encore, ce n'est pas une question de surpêche. Hein. Et je disais toujours, la sardine, c'était le soleil de l'été. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le soleil avec une éclipse. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille le poisson de fond, c'est-à-dire on pêche de la sole, du rouget, du merlan, du grondin, de la lotte. La lotte, c'est les Parisiens. Nous, on dit de la bedroie. Le merlan, chez vous, c'est du merlu. Parce qu'on veut garder un peu notre identité. Je n'ai pas trop aimé de changer certains noms d'espèces méditerranéennes. Parce que sans chauvinisme, hein, on est chauvin quand même. Hein. Nous sommes dans le sud. Vous savez, passer Montpellier, on est dans le nord de la France. Hein. le grand nord même. On se lève à quelle heure pour être marin? 3 heures, on démarre. Ceux qui nous regardent là ce matin, qu'est-ce que vous leur diriez? Enfin, des jeunes, admettons qu'il y ait plein de jeunes qui nous regardent, ils ont 15 ans. Qu'est-ce que vous leur diriez pour devenir marin-pêcheur? Qu'est-ce que je leur dirais? C'est un métier passionnant. Je ne veux pas dire que c'est le métier le plus beau du monde, mais c'est le métier le plus beau du monde. Vous êtes libre. Vous êtes comme ces goélands et ces mouettes. Les goélands, c'est les Bretons qui disent ça. Les mouettes, on est libre de nos gestes. Merci. Georges Brassens, marin-pêcheur amateur, avait grand plaisir chaque été à retrouver la discrétion de sa région. C'est ici que vous êtes né? C'est ici que je suis né, à l'étage au-dessous. J'ai vu que votre mère vous avait préparé des beignets aux moules à midi. Les beignets aux moules, oui, c'était des moules que j'avais pêchés hier. Parce que vous pêchez pendant vos vacances? Je pêche des moules, ça va pas plus loin. Et j'ai acheté un bateau pour m'isoler un petit peu. Parce qu'ici, même dans votre ville natale, on risque de vous déranger. Oh, c'est pas tellement qu'on me dérange. Non, les gens de Sète ne me dérangent pas. Ils me connaissent, alors ils n'éprouvent pas le besoin de me sauter dessus. Avec le bateau, vous allez en mer? Non, pas en mer, parce que je ne suis pas très fort. Je ne suis pas un marin de première catégorie, alors je préfère rester dans les temps d'auto. Pour vous baigner? Pour me baigner, oui. C'est pas tellement pour faire du bateau, c'est surtout pour nager. Oui, Georges Brassens repose ici à Sète, tout comme Jean Vilar. Jean Vilar, grand homme de théâtre, bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Votre père, ça a été le fondateur quand même du Festival d'Avignon. Il l'a créé. Hein. Il a dirigé aussi le TNP pendant de très nombreuses années. Est-ce qu'il avait vraiment cet amour profond, cet attachement vraiment pour sa région et notamment pour Sète? Est-ce que c'était son refuge? C'était, oui, un refuge pour se reposer. Il revenait chaque année. Il est parti autour de 20 ans? Oui, par là, très jeune, très tôt, 20-25 ans. Ouais. Alors, beaucoup de gens viennent ici, c'est le cimetière de Marin. C'est un lieu vraiment très connu hein, dans la région. Il faut dire qu'il domine la Méditerranée, il est admirablement bien placé. Et alors vous êtes toujours surpris par ce petit phénomène, c'est-à-dire que les gens ne déposent pas de fleurs, mais des pierres. Et vous en comprenez le sens? Moi, je ne savais pas du tout, je trouvais ça assez charmant. En fait, c'est les Israélites qui passent, c'est une vieille tradition chez eux. Et pour dire qu'ils sont passés, ils laissent une petite pierre. Donc, 1, 2, puis 3, puis 4. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas israélites qui ont pris la relève. Et tous les 3 mois, tout le tombeau est recouvert de petites pierres. Christophe, Vilar, c'est un patronyme lourd à porter? C'est assez difficile. Enfin, ça a été difficile quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que les gens vous arrêtent en disant vous êtes le fils d'eux. Vous dites oui.
Et ils vous sortent tous leurs souvenirs de longue date. Et c'est un peu contraignant. Mais enfin bon, il y a pire. Est-ce que vous connaissez Pierre Soulages? On se connaît un peu, pas très bien, mais de temps en temps, on se rencontre, on discute. Alors, il vit très régulièrement ici, surtout l'été. Et Il est d'ailleurs, beaucoup plus tranquille ici qu'à Paris. Et il a choisi d'ailleurs d'être enterré également dans ce cimetière. Ça, je ne savais pas. Ce cimetière marin. Donc, il sera pas loin de votre père. Très bien. Merci, Christophe. De rien. Ce qui est vraiment plaisant dans cette ville de Sète, c'est que l'art est présent, mais de toutes parts. C'est-à-dire que ici, dans la rue, vous voyez une fresque, là, en bas. Là-haut, on va arriver auprès d'une artiste, puisque le street art, comme on l'appelle, est là durant tout l'été. C'est la 10e édition de ce festival. Et il y a des artistes qui viennent et qui créent sur les murs ces tableaux muraux. Et là, c'est une jeune femme qui est là. On va la déranger en plein travail. Et elle a pour nom Mademoiselle Maurice. Bonjour, Mademoiselle Maurice. Bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bah, et moi-même. Oui. Alors, c'est vrai que c'est étonnant de rencontrer à Sète tous ces artistes qui sont là. C'est foisonnant, en fait. Ah oui, là, surtout durant ce festival, le K-Live, il y a énormément d'artistes qui ont été invités pour investir des murs et mettre un peu plus de couleurs dans la ville. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? En fait, j'avais un peu carte blanche par rapport à ce que j'avais déjà pu réaliser avant. Mais là, pour la première fois à Sète, je réalise une installation pérenne à partir d'origamis qui sont des origamis de métal, en fait. Pourquoi les origamis? Qu'est-ce qui vous intéresse En fait, l'origami, j'ai commencé à en faire en 2011, après avoir vécu une année au Japon. Mais j'étais là-bas quand il y avait eu le tremblement de terre, suivi de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Et donc, j'avais un message à transmettre par rapport à ça, et en m'inspirant de la légende des 1000 grues, et voilà, et de l'origami qui est né en Asie. Alors, l'origami, on explique, ce sont des pliages. Voilà, origami, en fait, ça vient du japonais, orikami, qui signifie plier le papier. Donc là, est-ce que ce sont finalement des origamis? Il y a du pliage, mais on n'est plus sur du papier, on est sur du métal. Est-ce que le street art, pour vous, c'est aussi une façon de vous exprimer d'une manière un peu contestataire Ah oui, enfin, j'ai beaucoup de revendications, beaucoup de messages, beaucoup de coups de gueule à passer. Et moi, j'ai envie de dire plein de choses par rapport à l'humain, à la nature. C'est vraiment parce que pour moi, tout est lié. Et c'est des messages que j'ai envie de faire passer pour mettre en avant le vivre ensemble, la solidarité, l'action commune, le respect des uns des autres. Et notamment avec ces couleurs, qui sont aussi les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais Nelson Mandela parlait de la nation arc-en-ciel. Greenpeace, le mouvement LGBT reprennent ces couleurs. C'est l'harmonie, c'est tout ça. Est-ce que vous avez pu observer du vandalisme? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont réfractaires, en fait, à votre art? Pas directement, mais après, ça ne me dérangerait pas parce que, justement, c'est de l'art, on a le droit d'aimer, mais on a le droit de ne pas aimer. Et puis, à partir du moment où on laisse quelque chose dans l'espace public, finalement, l'œuvre ne nous appartient plus. Moi, j'ai rien contre les tags et tout ça. C'est aussi, sont des signatures, sont des typographies. Donc, voilà, la rue est à tout le monde. En un mot, si on doit inciter ceux qui nous regardent ce matin à aimer le street art, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On pourrait leur dire passion. Passion. Parce qu'en fait, tous ceux qui interviennent dans la rue, que ce soit par le biais des fresques, des graffitis, même des tags, c'est de la passion, c'est quelque chose de viscéral en fait. Je pense que tous ceux qui font ça, c'est aussi un besoin. Bonne chance pour la suite. Merci Catherine. Oui. Au revoir, bonne journée. P12, au revoir, première. Merci beaucoup de votre confiance et votre fidélité. On vous quitte. Nous étions en Occitanie, nous étions dans le Languedoc, pas très loin de Montpellier. Et on se retrouve demain. Je vous proposerai un florilège de cette saison de Thé au Café. Alors à demain, soyez fidèles, dimanche, 7h. Au revoir, passez une très bonne journée.